L'Afrique possède 30% des réserves minières mondiales, 54% des réserves mondiales de platine, 78% des réserves mondiales de diamants, 40% des réserves mondiales de chrome et 28% des réserves mondiales de manganèse. Premier producteur mondial de bauxite. La liste est longue. Les ressources du sous-sol africain sont immenses. Que ce soit l'or, le cobalt, le phosphate ou l'uranium, l'Afrique en dispose plus que n'importe quel pays autre continent. Prenons le cas du cobalt. Plus de 60% de la production mondiale provient du sud de la République démocratique du Congo. Et ce cobalt est utilisé dans la fabrication de vos téléphones portables et des voitures électriques. Mais comment expliquer que l'Afrique, qui possède les plus grandes réserves mondiales de minerais, soit toujours pauvre? Que les gens meurent de faim en Afrique, que le continent peine à tirer pleinement profit de sa manne minière. Pourquoi ces vastes ressources ne permettent-elles pas de faire décoller l'économie africaine? L'on est en droit de se poser la question: qui exploite les ressources africaines? À qui profite-t-elle? Qui sont les acteurs du secteur minier africain? Et pour les journalistes, comment enquêter sur ce secteur extractif qui représente une grosse part de l'économie des pays africains, mais qui souvent est marqué par une grande opacité et une corruption endémique? Bonjour et bienvenue à ce webinaire du Forum Pamela Award de reportage sur les crises mondiales que j'ai le plaisir d'animer. Je suis Kossi Balao, le directeur de ce forum du Centre international pour les journalistes d'ICFJ qui est basé à Washington. Et je suis ravi de vous présenter ces excellents panélistes qui ont accepté de participer à cette session pour vous parler de la façon dont vous pouvez, en tant que journaliste, enquêter sur l'industrie extractive. Nous accueillons sur ce plateau M. Élie Kaboré. Il est journaliste d'investigation depuis près d'une vingtaine d'années. Il a réalisé plusieurs enquêtes sur le secteur minier. Il est le directeur de publication du journal Mine Actu Burkina et également le président de Action des journalistes sur les mines au Burkina Faso. Bonjour, M. Kaboré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce webinaire. Merci. Deuxième invité de ce débat, M. Arnaud Nguefak, journaliste passionné d'enquête, diplômé de l'École supérieure de journalisme de Paris et travaille pour la télévision Canal 2 International. Il est également le directeur de publication de l'hebdomadaire Info Majeur. Bonjour, M. Nguefak. Votre micro, il est encore désactivé. Nous ne vous entendons pas, M. Nguefak. Voilà, c'est parfait. Bonjour, M. Nguefak. Bonjour, vous m'entendez? Maintenant, c'est bon, on vous entend. Nous vous entendons. Bonjour aussi, bonjour à tout le monde, bonjour aux confrères et consorts qui sont connectés. Recevez les salutations cordiales de mon pays, le Cameroun. Merci à vous, M. Nguefak. Troisième invité et dernier, M. Vincent Namrona, qui est chargé de recherche en sciences de l'information et de la communication à l'Université Côte d'Azur de la ville de Nice en France. Il est spécialiste de communication sur les ressources naturelles dans les pays francophones en conflit au sud du Sahara et avec un accent particulier sur la Centrafrique. Il est aussi le rapporteur général du Haut Conseil de la communication. C'est l'institution qui est chargée de la régulation des médias en Centrafrique. Bonjour, M. Namrona. Bonjour et bonjour à tous les collègues. Bonjour à tout le monde. Bonjour à vous aussi depuis la Centrafrique. Je souhaiterais rappeler que ce webinaire se veut vraiment interactif et donc que les participants qui nous suivent ont la possibilité de poser des questions. Si vous nous suivez via Facebook, dans le groupe privé du forum, vous pouvez poser vos questions dans les commentaires sous la vidéo en direct. Mais pour ceux et celles d'entre vous qui nous suivent via Zoom, vous pouvez simplement soumettre vos questions dans la boîte de discussion qui est en bas de votre écran. Alors, j'ai envie de commencer en posant ma première question à M. Namrona, qui est spécialiste de communication sur les ressources naturelles dans les pays francophones. Comment expliquer que l'Afrique soit aussi richement dotée en ressources minières, mais que sa population soit toujours pauvre?
et que les ressources ne bénéficient pas à tout le monde. Monsieur Namrona. Merci pour cette question. Je pense que les pays francophones qui sont au-dessus du Sahara sont à la nature. Ils ont beaucoup de richesses, notamment minières, qui auraient dû leur permettre de développer et peut-être se mettre au même niveau que ces pays de l'Asie et pourquoi pas l'Occident. Mais nombre de ces pays et les ressources naturelles, notamment les ressources minières, sont au cœur de ces conflits, sont à la racine, sont la cause principale de ces conflits-là. Pourquoi? Moi, je vois le problème. Il y a d'abord un volonté politique des dirigeants, d'accord? Volonté politique des dirigeants qui devraient normalement faire de l'exploitation des ressources naturelles l'une de leurs priorités. Deuxièmement, un problème de courage politique. Parce que vous savez que les ressources naturelles, l'exploitation pose un certain nombre de problèmes, sont à l'origine de beaucoup d'instabilité. Et vous savez que nos pays sont liés par les anciennes coloniales par des accords qui malheureusement sont encore en vigueur. Et il y a nombre de pays, avant de procéder à l'exploitation de leurs propres ressources naturelles, doivent au préalable requérir l'accord de leur puissance coloniale. Et tous les dirigeants politiques qui n'ont pas respecté ce principe-là, eh bien, ils ont beaucoup de problèmes. Soit ils ont été balayés de manière violente par des États, soit ils sont encore au pouvoir et ils passent l'instabilité chronique. Il y a également la question de avec les bilans qui sont créés dans les pays francophones au sud du Sahara. Ces pays ne fabriquent pas de munitions, ne fabriquent pas d'armes. Ces armes-là, ces munitions-là viennent et les rébellions sont majoritairement financées surtout par des missions extérieures. Donc, ce sont les ressources de ces pays-là eux-mêmes qui se laissent manipuler, utiliser les ressources extérieures pour l'instabilité dans ces pays et donc en pays leur à l'exploitation de leurs ressources naturelles. Voilà un peu ça. Donc, je pense qu'il y a un problème de volonté politique des dirigeants, un problème de courage politique aussi, et il y a aussi cette question de nationalisme. Est-ce que j'aime mon pays? Est-ce que je pense à l'intérêt général? Parce que quand on se laisse manipuler pour créer une rébellion, surtout dans les zones des ressources naturelles qui auraient dû ou qui auraient pu être exploitées pour le bonheur du peuple, je pense que ces rébellions qui déstabilisent ces pays aujourd'hui, notamment, ce ne sont des rébellions où se trouvent ce sont les pays-là qui se laissent utiliser, qui se laissent manipuler pour donc créer l'instabilité et contre Monsieur Namroma, merci beaucoup. Nous avons un petit souci avec la connexion Internet qui ne nous permet pas de bien vous entendre. Vous avez écouté tout de suite Monsieur Namroma, cher confrère Kaboré, qui parle des pays qui se laissent manipuler. Mais justement, comment enquêter sur cette manipulation, sur cette prédation des ressources minières africaines? Bonjour, cher confrère. Monsieur Kaboré, allez-y. Ok, d'accord. Je dirais qu'aujourd'hui, ce qui manque beaucoup à l'Afrique, c'est un peu l'expertise. C'est l'expertise parce qu'on a l'impression qu'on a été surpris par des booms miniers dans certains pays.
alors qu'on a quand même une certaine histoire, une certaine expérience dans plusieurs pays africains. Je parle de l'Afrique d'une manière générale, dans l'exploitation minière. Certaines exploitations en Afrique sont vieilles de plus de 100 ans, comme en Afrique de l'Ouest, le Ghana, l'Afrique du Sud, etc., etc. Mais on a l'impression qu'on ne capitalise pas toutes ces expériences-là. Donc, nous sommes dans un éternel recommencement avec des insuffisances, surtout dans le contrôle, avec des États qui n'arrivent pas du tout à comprendre et à avoir un cadre juridique, réglementaire bien ficelé et avoir des experts nationaux et même aujourd'hui, un débat qui est quand même d'actualité chez moi au Burkina, c'est l'implication, l'appropriation des nationaux dans ce secteur-là. C'est-à-dire comment d'abord des nationaux peuvent avoir accès à des marchés dans les mines. Vous savez bien que quand un national a un marché dans une mine, les mines ont des gros chiffres d'affaires en matière d'achat, et ce national-là va apporter plus de valeur ajoutée à l'économie qu'une société étrangère. Il y a aussi le fait qu'on aurait voulu que beaucoup de Burkinabés soient employés dans ces mines-là, depuis les cadres dirigeants, passant par les cadres moyens et les ouvriers. S'il y a plus de personnes burkinabés, plus de locaux africains qui travaillent dans ces mines-là, on va avoir plus de valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, je peux dire que on a une insuffisance dans la rédaction de nos cadres juridiques et politiques. On a une grosse insuffisance dans le suivi-contrôle du secteur parce que dans certains cas, il n'y a quasiment pas de suivi. Il n'y a quasiment pas de suivi. Alors que un contrat minier, c'est quand même un cahier de charges qu'il faut suivre à la lettre. L'investisseur, moi, je n'en veux pas aux investisseurs, ils sont venus pour chercher leur argent. C'est aux États qui ont fait la promotion de leur sous-sol, qui ont mis en place des services géologiques nationaux, qui ont attiré ces investisseurs-là, de pouvoir, à un certain moment, dire si l'exploitation profite aux États, aux communautés, etc. Donc, c'est le rôle de l'État, la faible présence des États auprès de ces sociétés d'exploitation-là qui font qu'on a des difficultés pour d'abord avoir des informations, la traçabilité, et tout ça, c'est une question de confiance. Donc, le suivi-contrôle, aujourd'hui, je dirais que l'État, en tant que régulateur, pêche un peu dans ce rôle-là. Et c'est ce qui explique souvent aussi ce désordre, cette méfiance, cette défiance, ce manque de confiance que toutes ces communautés-là ont vis-à-vis de ces entreprises-là. Et pour terminer, je vais peut-être parler des questions de fiscalité, puisque l'exploitation, la fiscalité est très importante dans tous ces aspects-là. Certaines clauses incluses dans des contrats miniers ou dans des conventions sont complètement en défaveur de nos États. Et comme je le disais tantôt, les États faibles se laissent un peu avoir par ces différentes clauses-là, notamment par exemple la clause de stabilisation fiscale. On pourrait bien se demander comment un État sérieux peut arriver à verrouiller une partie de sa fiscalité pendant 20, 30, 50 ans alors que le monde évolue. Donc, je dirais que la ressource humaine manque. Les États n'ont pas la volonté de réguler le secteur. Et à la limite, c'est comme si on dégarnissait tous ces régulateurs dans nos États-là pour qu'ils ne puissent pas faire leur travail. Et derrière tout cela, et il ne faut pas les cacher, hein, il y a les aspects de corruption, il y a des aspects de conflit d'intérêts, de trafic d'influence et tout ce qui va avec. Et la justice aussi qui ne joue pas très bien son rôle dans ce secteur-là. Et donc, l'un dans l'autre, nous avons l'impression que nous avons été surpris par cette exploitation minière, alors que nous avons des pays qui ont une longue expérience. Nous avons l'impression qu'on a mis la charrue avant les bœufs. Voilà ce que je peux dire déjà. Et à qui la faute de tout ça, M. Kaboré? La faute, c'est à nous les Africains. La faute, c'est à nous les Africains. Et aujourd'hui, l'espoir, un grand espoir repose sur les journalistes d'investigation et étendu un peu à la société civile qui doivent mettre le doigt sur ce qui fait mal, qui doivent dénoncer, argumenter, documenter toutes ces mauvaises pratiques-là depuis la formulation des politiques, la mise en œuvre, les questions à partir de la recherche, l'exploitation et jusqu'à la fermeture,
pour qu'on arrive à avoir des réformes structurelles et avoir aussi, mettre en place des cadres fonctionnels et je dirais des cadres institutionnels fonctionnels, parce qu'aujourd'hui, je le répète, ce qui manque le plus, c'est la régulation, c'est le suivi contrôle pour savoir, ne serait-ce que savoir au moins que la société qui déclare ses revenus, qui déclare, disons d'une manière générale, ces chiffres-là sont vraiment exacts. Ça crée un peu la confiance entre les communautés, ça crée un peu la confiance entre toute la population avec et l'investisseur. Et un investisseur sérieux ne devrait pas normalement refuser ou ne devrait pas normalement mettre des bâtons dans les roues dans le processus de suivi contrôle, parce que ça crée une certaine confiance et ça apaise un peu le climat de l'exploitation. Monsieur Nguepa, vous venez d'écouter le confrère Kaboré qui dit que ce qui manque, c'est la régulation. À votre avis, qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui empêche nos États de mettre en place une bonne réglementation du secteur, une loi qui régit le secteur et qui soit respectée par les multinationales qui viennent s'installer dans les pays africains pour exploiter les mines? Je renouvelle mes amitiés et mes salutations à tous ceux qui sont connectés. Mais en fait, moi, je pense que de ma modeste expérience au Cameroun, mon pays, je pense que le problème n'est pas tant la régulation, parce que il existe quand même une batterie de tests qui régule un peu le secteur minier. On a le code minier, on a des lois et des tests, des décrets beaucoup de batteries de mesures qui encadrent un peu le secteur. Mais le véritable problème, c'est l'application. Monsieur Nguepa, est-ce que ce code minier est respecté? Est-ce que vous avez l'impression qu'il est respecté? C'est justement où j'en venais, parce que le véritable problème, c'est le respect justement de tout ce qui est mis en place justement pour le contrôle de ce secteur-là. Vous avez parlé du code minier. Oui, on peut dire qu'il n'est aucunement respecté, parce que, vous allez constater que dans nos pays, justement, ceux qui exploitent généralement les ressources minières, ce sont des entreprises, des grandes firmes étrangères. C'est difficile pour les nationaux généralement de le faire. C'est actuellement que le Cameroun est en train d'envisager une exploitation nationale avec la nouvelle société des mines qui vient d'être créée, la Sonamine. Sinon, il y avait un ministère qui était chargé juste de la régulation et qui se chargeait de distribuer juste des contrats de cession aux entreprises qui exploitent. Mais aujourd'hui, quand même au Cameroun, on a fait un pas dans la création d'une société qui sera en charge de l'exploitation des mines, même si de façon pratique, la société n'est pas encore déployée sur le terrain. Donc, le véritable problème aujourd'hui, ce n'est pas tant les dispositions réglementaires qui manquent, mais c'est l'application de ces dispositions réglementaires-là qui fait problème, à la fois par les entreprises qui viennent exploiter, qui, une fois qu'ils ont l'agrément de l'État sur le terrain, peuvent faire du n'importe quoi. Et c'est pour ça que, et je rejoins notre confrère Kaboré sur la responsabilité de nous, journalistes, et un peu de la société civile qui joue un rôle important justement dans la dénonciation à la fois des conséquences de ces exploitations-là et des frasques des sociétés exploitantes de nos ressources minières. Donc, ce n'est pas un problème de dispositions réglementaires, non, il y en a. Quand je prends le cas du Cameroun, il y en a suffisamment. Mais quand vous allez sur le terrain, l'entreprise qui a l'agrément va vous dire, je parle avec le ministre, l'autre va dire, je suis l'ami du président ou de la première dame ou du premier ministre ou du ministre tel. Parfois même l'État déploie ou bien sur leur acquisition ou sur leur demande, envoie même les forces de défense les aider parfois dans certaines actions. Il est arrivé dans certains champs d'exploitation minière que les éléments des forces de l'ordre tirent à bout portant sur les populations qui revendiquent un quelconque droit. Le procès court pendant des années, mais n'aboutit à rien.
n'aboutit à rien parce que les forces un peu qui sont autour de cette exploitation-là ont une sorte d'emprise sur la justice. Et donc, généralement, ça n'aboutit à rien. Donc, je pense que nous, journalistes, nous avons une responsabilité énorme à dénoncer, à continuer à dénoncer. Et la société civile qui fait également un travail énorme parce que vous allez voir dans des enquêtes que nous faisons sur le terrain, il y a généralement 3 types d'acteurs. Il y a les acteurs qui sont victimes, il y a les acteurs qui exploitent, il y a les acteurs qui sont justement l'administration qui est chargée de la régulation. Vous allez voir que les acteurs qui exploitent sont fermés parce qu'ils vont couvrir leurs frasques. Donc, ne vont pas ouvrir leurs frasques aux journalistes qui viennent dénoncer. Vous allez voir que les acteurs qui sont les populations, qui sont généralement les victimes, ont peur de témoigner généralement. Il faut beaucoup de peine pour les amener à parler. Parfois, on utilise les leaders communautaires pour les amener à parler parce qu'ils ont peur de ce qui peut advenir après un quelconque témoignage qui ne soit pas à la faveur de ces exploitants avec qui ils sont au quotidien. Et puis, l'administration également qui a généralement une sorte de corruption qui les entoure et donc ne va pas souhaiter révéler certaines informations qui compromettent l'État, parce que le gouvernement ou bien les administrations, c'est l'État. Donc, c'est un peu ce que je peux dire à ce sujet. Donc, il y a une responsabilité des journalistes à dénoncer. Le problème n'est pas les dispositions réglementaires, mais le suivi de ces dispositions-là sur le terrain. Il faut qu'on continue à veiller à ce que toutes ces dispositions qui sont prises dans nos pays, vous avez parlé du code de minier, et autre chose, et d'autres lois et tests qui sont adoptés à la faveur de l'exploitation minière soient appliqués sur le terrain à faveur des populations et de l'État. Monsieur Namnoura, vous venez d'écouter, vous aussi, vos 2 confrères, quel est votre avis sur le sujet? Vous communiquez sur les ressources naturelles, mais entendre M. Nguéfak tout de suite, c'est vrai, il y a comme un flou qui est entretenu sur les contrats miniers qui ne sont pas à la disposition de tout le monde. Les recettes minières ne sont pas à la disposition du grand public. Mais pourquoi il y a tout cet engrenage? On ne vous entend pas. Je reviens encore tout à l'heure. Il y a le problème complètement en Afrique. Vous m'entendez? Le problème que rencontre aujourd'hui le secteur minier en Afrique, l'extraction de profit, ça se pose à plusieurs niveaux. D'abord, pour commencer l'exploitation, faire de l'exploitation minière, je l'ai dit, je le répète, il faut un cours politique. Est-ce qu'on a la volonté d'y aller? Ça, parce que vous savez, je le répète, ça fait quelques années que je travaille. Les ressources minières sont au cœur, sont à la racine de beaucoup de conflits dans les pays. Vous avez le Congo démocratique, vous avez mon pays, à moi, ça fait que je suis, depuis que je vous parle en ce moment, les ressources minières sont au cœur même de ce conflit. Donc, est-ce qu'on les gens politiques ont la volonté d'exploiter ces ressources? Ça. Deuxièmement, si on y va, on procède à l'exploitation, est-ce que les sociétés minières à qui le gouvernement délègue les licences d'exploitation respectent la loi? C'est là où se pose le problème de régulation. Le problème de régulation se pose à un deuxième niveau, parce qu'il faut aussi la volonté d'exploiter. Et là, on commence à exploiter. Et deuxièmement, est-ce que l'exploitation est faite conformément à la loi? C'est la structure est chargée de contrôler, de veiller au respect strict des règles d'exploitation de ces ressources-là, et savoir les pouvoirs publics. Est-ce que les pouvoirs publics font bien leur travail? C'est à ce moment-là que se pose ce gros problème de corruption. Parce que, comme mon ami du Burkina dit tout à l'heure, il y a beaucoup de corruption. Vous allez dire, le DG va vous dire je suis l'ami du président, le DG va vous dire je suis l'ami du premier ministre, je suis l'ami de la famille présidentielle, etc. Donc, les pouvoirs publics sont chargés de veiller au cahier de charge, non pas les libres pour pouvoir faire correctement le travail.
ou du moins, ils ont la volonté de faire bien le travail, mais il y a beaucoup d'endocteurs qui circulent au détriment de la population qui devrait normalement bénéficier des retombées, donc retombées financières de cette exploitation. Vous allez voir par exemple les cahiers de charges. Vous savez, quand on délivre une licence d'exploitation, on annexe à cette licence un cahier de charges. Quels sont les responsables, quels sont les droits de la société minière, quels sont ses devoirs, quelles sont ses obligations. On explique tout ça dans le cahier de charges. Et c'est surtout qui est chargé de veiller donc au respect des lois dans le pays, le pouvoir public qui veille à ce que ce cahier de charges-là, qui est annexé à la licence d'exploitation, soit respecté par la société minière. Et donc, si les personnes qui sont à charge de veiller au cahier de charges-là ne sont pas honnêtes, s'ils pensent d'abord à leur poche, s'ils pensent à leurs intérêts, et pour la population. C'est là où se trouve le problème. Vous allez voir par des sociétés qui vont comment dire, ils exploitent l'or. Je ne cite pas qu'elles sont l'or, qui polluent toute une univers qui nourrit des milliers de populations avec mercure. Personne n'ouvre la bouche pour parler. Parce que derrière, le DG, c'est l'ami de ceci, le DG, c'est l'ami du soleil, le DG, c'est l'ami de la lune, etc. Et on envoie une équipe d'inspecteurs sur le terrain pour inspecter, pour contrôler et dresser un rapport envoyé à la hiérarchie, à qui de droit pour prendre des décisions. Eh bien, non seulement ces rapports-là sont guidés, sont téléguidés, le contenu, c'est elle-même qui décide de ce qu'on a écrit dans ce rapport. Et le bureau de ceux qui sont censés prendre les décisions pour que les erreurs commises sur le terrain soient corrigées, vous allez voir ce tas de circulent à droite et au détriment de la population. Pendant ce temps-là, toute la ville est polluée. Vous comprenez? Donc, moi, je vous dis, premièrement, c'est sa volonté d'exploiter. Deuxièmement, bien réguler dans les textes. Mais peut-être il faut qu'on paye les impôts, il faut payer les taxes, etc., pour que ça puisse profiter à la population. Et si les impôts et les taxes sont payés, est-ce que ces impôts et taxes sont versés dans les caisses de l'État? Et si c'est resté dans les caisses de l'État, est-ce que c'est correctement redistribué? Il faut redistribuer les richesses. Vous voyez? C'est toute une chaîne de problèmes qu'il faut attaquer dans concernant l'exploitation des ressources minières en Afrique. Je sais pas si Merci beaucoup, monsieur Namrouna. Je me tourne vers vous, monsieur Élie Kaboré. Alors, je pense que le secteur minier est un domaine essentiel pour les journalistes d'investigation. Et ma question, c'est de savoir comment justement mener une bonne enquête sur le secteur minier. Est-ce qu'il faut commencer par les sites d'exploitation, rencontrer les ONG de pétrole, d'or ou de bauxite, ou est-ce qu'il faut peut-être aller voir, chercher à avoir, à posséder ou à obtenir les contrats miniers, rencontrer les concessionnaires de mines, dites-nous, c'est quoi le point de départ dans une bonne enquête sur l'exploitation minière? Alors, comme je l'ai dit tantôt, la première des choses, c'est bien sûr d'avoir le cadre réglementaire, le cadre juridique, qui part de tous les codes miniers, que dit le code minier, que disent les contrats. Et pour ce qui concerne les contrats, il faut surtout avoir les annexes. Parce qu'un contrat peut être d'ordre général, mais ce sont les annexes qui déterminent un certain nombre de choses et un certain nombre de paramètres. Et le faux peut se trouver au niveau de ces contrats-là, ou de ces annexes-là. Au Burkina Faso, le fonds qui a été créé pour le développement local, le ministère des Mines, en complicité avec les sociétés exploitantes, ont signé un accord pour déduire certaines sommes des investissements. Donc, si vous n'allez pas dans l'annexe pour avoir ces informations-là, ça crée une certaine insuffisance dans votre investigation. Donc, pour investiguer dans le secteur, il faut d'abord, comme je l'ai dit, connaître les textes qui encadrent le secteur. Il y a tellement de décrets d'application qui sont adoptés qu'il faut au moins connaître l'essentiel. Donc, il faut repartir sur le processus d'octroi des permis. Tout part par là. Actuellement, il y a un débat concernant la RD Congo sur des concessions. Voilà, il faut repartir. Que dit la loi en matière d'octroi de permis? Et qu'est-ce qui est fait sur le terrain? Deuxièmement, l'analyse des contrats.
que gagne l'État, que gagne la société exploitante et que gagnent les communautés. Parce que bien souvent dans les contrats, on oublie les communautés qui sont directement impactées par l'exploitation. Donc, à partir de là, on peut voir un peu les questions des exonérations fiscales, les questions de stabilisation fiscale, la durée et les taux. Si ce sont des taux qui sont exagérés, il faut les dénoncer. Il faut vérifier sur le terrain, est-ce que le cahier de charges est respecté? En matière d'emploi. À partir de combien le taux est exagéré? Bon, les taux peuvent varier en fonction des pays. Quand je prends un peu l'Afrique de l'Ouest, j'ai déjà eu à faire une analyse comparée au niveau des exonérations. Au Burkina, l'ancien code, on était, par exemple, pour l'impôt sur les bénéfices, on était à un taux de 17%. Alors que dans le droit commun, on était à 27%. Donc, vous voyez que les sociétés exploitatrices là, économisent déjà 10% sur le commerçant lambda. Au niveau du Mali, il y a aussi ce gap-là. Dans tous les pays, ça existe. Là, le problème est encore plus grave dans des pays où les contrats sont négociés. Par exemple, au niveau du Burkina, nous avons affaire à des contrats types. Toutes les sociétés sont un peu alignées sur le contenu de ces contrats. Mais les pays où c'est le ministre qui s'assoit pour discuter avec l'investisseur, on a vu un peu ce qui s'est passé au Niger avec Areva. Pratiquement pas de taxes pour l'État. Donc, c'est en fonction des réalités du pays. Donc, c'est difficile de fixer un taux comme ça. Mais je pense que ce qui peut être fait dans les espaces communautaires comme l'UEMOA, dans les codes, etc., il faut arriver à trouver un juste milieu. Le projet de code de l'UEMOA, par exemple, a dit clairement que les questions environnementales, les questions sociales, tout ce qui est taxes qui rentre dans les paiements sociaux obligatoires ne font pas partie de la stabilisation fiscale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire pendant un nombre d'années, je ne paye pas les taxes pour le développement local. Dès la première coulée de l'or ou bien la première goutte de pétrole, il faut commencer à payer. Donc, c'est de voir un peu dans ces différents textes-là pour tirer un peu la bonne expérience. En matière de vérification sur le terrain, il y a aussi certaines mines qui s'engagent à construire un certain nombre d'infrastructures. Le président guinéen a dénoncé un peu ce manque d'infrastructures-là, le fait que ces sociétés-là ne respectent pas ces engagements-là. Il y a la vérification des paiements. Il y a aussi le fait que certains codes miniers ne sont plus applicables aujourd'hui. Si ce code est dépassé, il faut le relire. Et les journalistes ont joué un grand rôle au Burkina, à côté plusieurs acteurs, pour la relecture du code de 2003. Et ce processus a abouti à l'adoption du code de 2015, qui est considéré aujourd'hui comme un code révolutionnaire en Afrique. Parce que le code a inclus un certain nombre de choses, un certain nombre de contraintes, et le code permet à l'État de maximiser un peu les retombées. Donc, c'est des choses, c'est un processus qui est à long terme, mais il ne faudrait pas qu'un code qui n'est pas favorable, par exemple, à l'État, qui n'est pas favorable aux communautés, puisse être traîné comme un boulet au pied de l'État pendant des années. Il faut vraiment arriver à revoir ce code-là pour inclure des clauses qui arrangent vraiment l'État. Au niveau des paiements, par exemple, des revenus, il y a des insuffisances en matière de paiement des plus-values. Vous savez que quand il y a changement de propriétaire d'un permis, la société doit payer quand même quelque chose. Ça, c'est le droit OHADA. Le droit OHADA qui est quand même africain. Je pense qu'il est appliqué dans 18 pays africains. Le droit OHADA prévoit ça. Mais comme les pays ont internalisé ce principe-là. Donc, il se trouve que dans nos pays, les permis passent de main en main au niveau de la bourse, mais les gens ne payent pratiquement rien. Alors que, par exemple, au Burkina, la plus-value, c'est 20% de la valeur au moment de l'enrichissement. Ça fait des milliards pour que l'État paye. Il y a aussi, au niveau des royalties, les gens minimisent un peu le taux. Il y a des pays qui fixent les royalties en fonction du chiffre d'affaires et d'autres le basent un peu sur la production. L'impôt sur les bénéfices, beaucoup d'exonérations et sur beaucoup d'années. Il y a aussi les paiements sociaux obligatoires. La mine doit réaliser un certain nombre d'infrastructures, doit réhabiliter certaines choses, mais ne le fait pas. Donc, il faut que quelqu'un quand même puisse mettre le doigt dessus. Il faut que le journaliste arrive à déceler toutes les stratégies de contournement de l'impôt là. J'ai parlé tantôt de la stabilisation fiscale. Il y a les questions de fraude, d'évasion fiscale, la surfacturation et de la sous-facturation. Pour les pays, par exemple, producteurs de pétrole, quand je parlais tantôt de l'État régulateur, qui part vérifier que le compteur qui est ouvert, le compteur qui est marqué, il y a un compteur qui s'installe pour calculer un peu la production. Quel est l'agent d'État qui part vérifier cela? Donc, c'est ça, l'État régulateur. Quel est l'agent d'État
qui part faire le suivi contrôle. Il y a aussi l'importation et l'exportation des produits. Ça, c'est vraiment le gros problème. Au niveau de l'importation, vous allez voir une société qui déclare, par exemple, avoir payé, un exemple, un dumper à 1 milliard de francs CFA. Il sort l'argent normalement avec une déclaration d'importation, mais finalement, le dumper rentre dans le pays à 500 millions. Les 500 millions, c'est de la fraude fiscale dans les paradis fiscaux. Et à l'entrée, le dédouanement, par exemple, au lieu que ce soit sur 1 milliard, c'est sur 500 millions. Donc, le pays perd en sortie de devises et à l'entrée, à la fiscalité de porte, le pays perd complètement. Actuellement, je suis sur une enquête sur ces aspects et je vous assure que c'est en termes de milliards. Et c'est des enquêtes, ça, je partage maintenant mon expérience personnelle. Dès que ça paraît, et si les preuves sont irréfutables, ça amène quand même des réformes. Donc, j'invite vraiment les journalistes à ne pas souvent se décourager et ne pas croire que tous ceux qui se mènent comme enquête ne sont pas suivis d'effets. Les gens suivent, les gens en parlent, ça alimente des débats, il y a de l'impact. Des enquêtes ont permis au Burkina à des parlementaires d'aller sur le terrain pour vérifier les mines. Les recommandations de ces parlementaires ont été mises en œuvre et ça profite au pays. Les enquêtes des journalistes ont permis à la Cour des comptes d'aller investiguer au niveau de la politique minière. Donc, ça a permis quand même au niveau du ministère des Mines de mettre en place toute une commission pour réfléchir sur la mise en œuvre de ces recommandations-là. Donc, il y a la question aussi de la réhabilitation des sites après l'exploitation. Ça, c'est un gros problème de tous les pays africains. Beaucoup de pays n'ont pas l'expérience de la réhabilitation, alors que l'impact à long terme est très élevé. Vous savez, la ressource naturelle, l'or, le pétrole, le gaz, ce sont des ressources non renouvelables. Ce n'est pas comme le soleil, tous les jours nous avons le soleil. Nous sommes nés trouver le soleil, nous allons mourir laisser le soleil. L'or a une durée de l'exploitation du minier a une durée de vie bien précise. Si pendant ce court temps, vous ne maximisez pas les revenus pour faire des investissements structurants, après la mine, vous allez remarquer que ce sont des zones généralement tellement pauvres, tellement appauvries, qu'on ne peut même pas expliquer. Donc, il faut arriver aussi à percer un peu ce qu'on pourrait appeler le secret de ces multinationales qui viennent exploiter ici. Par moment, sur les sites des sociétés multinationales, ces sociétés-là publient un peu leurs résultats par trimestre. J'ai suivi, par exemple, une société qui fait à la limite du chantage. Ne nous appliquez pas la taxe sur le développement local parce que nous ne faisons pas de bénéfices. Mais il suffit d'aller sur le site pour voir comment ce bénéfice-là est dégagé, le cash flow. On ne peut pas parler. Il y a des sites aussi, comme CEDA. Vous allez bien voir que c'est des sociétés qui ont de l'argent. Donc, ça veut dire qu'en citant un peu, en sourçant un peu ces informations-là, vous arrivez à contredire et à contrecarrer les faux arguments que ces sociétés-là développent dans nos pays, souvent devant des administrations dégarnies, démunies de moyens et qui n'ont même pas la volonté d'aller chercher ces informations-là pour les contrecarrer. Pendant que nous, on demande... J'aimerais, sur une phrase que vous avez dite concernant les multinationales, poser la question à M. Nguefa. Comment percer le secret des multinationales qui exploitent les ressources minières en Afrique, Monsieur Nguefa? On sait que ce n'est pas facile de pouvoir entrer en possession des contrats miniers, mais est-ce que vous avez des pistes, en fait, des atouts pour aider les journalistes qui voudraient peut-être enquêter, en fait, sur la façon dont les contrats, en fait, sont signés, comment les concessionnaires des mines arrivent à obtenir des permis d'exploitation en Afrique? Comment, en fait, s'aventurer dans ce domaine? Comment enquêter sur ces multinationales, M. Nguefa? Je pense qu'il faut rester journaliste, il faut rester dans le process d'une enquête normale. Moi, de l'expérience que j'ai identifié environ 5 étapes qui permettent de réaliser une bonne enquête dans l'exploitation minière. Il faut commencer par l'identification du problème. L'identification du problème qui doit susciter l'enquête journalistique. Et cette identification du problème peut partir de l'observation, ça peut partir d'un fait d'actualité, ça peut partir de la simple recherche. La simple recherche peut être la relecture des contrats, comme vous avez dit. Un fait d'actualité, je prends un exemple actuellement. Il y a un site dans une localité qu'on appelle Les, où nous avons enregistré ces dernières semaines une série de morts. Ça peut être un fait
d'actualité qui vous suscite et suscite éventuellement une enquête journalistique. Ça peut être une observation. Ça veut dire vous allez dans un comité où vous êtes exploité, vous constatez que tout le monde, par exemple, souffre des maladies respiratoires, ou bien il y a une sorte de menstruation précoce où toutes les filles avant l'âge de 10 ans ont leur menstrue. Ça suscite des enquêtes en fait. Alors, ça peut partir de l'observation, ça peut partir d'un fait d'actualité, ça peut partir d'une recherche. Et cela aboutit justement à la formulation d'une question guide de votre enquête. Parce que chaque enquête doit répondre à une question précise et dévoiler quelque chose qui était caché, un peu comme vous avez dit, de percer l'abcès justement de ces multinationales-là. Et donc, il y a la documentation. Ça veut dire, vous ne pouvez pas vous engager dans une enquête sans lire sans retrouver et lire les contrats, sans lire les tests réglementaires qui entourent la question de l'exploitation, sans explorer les précédentes recherches et enquêtes qui justement ont été faites autour de ces questions-là. Et généralement, on le sait, c'est pas toujours facile de les avoir. Et chez nous ici, à côté de l'administration ou de ces sociétés-là qui les cachent, il y a les ONG qui font des recherches importantes. Et nous, on procède généralement parce que l'administration est très fermée par des collaborateurs ou des amis qui sont dans ces institutions-là qui peuvent vous fournir des copies. Ça dépend de votre carnet d'adresse, ça dépend de votre réseau d'information. Et donc, quand vous avez identifié tout cela, il faut faire des repérages. Et c'est l'étape la plus compliquée parce que les contacts ne sont pas toujours accessibles. Il faut identifier les sites et les localiser. Il faut essayer un peu de prendre connaissance de tout ce qui entoure cela avant le tournage. Parce que quand vous allez au tournage, il faut avoir l'autorisation de tourner. Ce n'est pas facile. Comme je vous l'ai dit, vous avez des structures qui font tellement de mauvaises choses qui n'ont pas intérêt à ce que vous voyez cela. Moi, par exemple, je fais plus d'enquêtes télé. Donc, j'ai besoin que ma caméra explore certaines choses. Et donc, les autorisations de tournage, c'est les choses les plus difficiles à avoir pour entrer dans les sites miniers. Nous essayons de nous battre pour agir sur l'administration. Parfois, nous voilons les questions de départ. Ça veut dire on a identifié un problème, mais quand on sait que c'est un problème qui fait mal, on ne le dévoile pas à première vue. On peut prendre une question qui ne fait pas assez mal pour arriver à entrer et réaliser une enquête avec nos questions précises avec lesquelles nous sommes venus. Il y a également ces soucis inaccessibles parce que, comme je vous l'ai dit, vous avez ces exploitants-là qui n'accepteraient jamais vous parler. C'est très compliqué avec eux. Ça veut dire, généralement, on agit sur leurs collaborateurs qui sont des nationaux parce que chez nous, par exemple, il y a beaucoup de Chinois qui exploitent, qui ne parlent même pas notre langue, qui ne parlent pas la langue française. Donc, c'est soit les traducteurs, soit les collaborateurs qui sont locaux qu'on exploite pour avoir des informations partant de ces gens-là. Il y a l'administration qui est vraiment le nid de beaucoup de corruption parce que vous savez, pour un contrat signé, les parties prenantes parfois masquent certaines choses pour avoir soit des pourcentages, soit des revenus qui ne sont pas toujours, qui ne passent pas toujours par des circuits légaux. Et donc, ils n'ont pas intérêt à dévoiler cela. C'est à vous de trouver les stratagèmes justement pour trouver les avoir. Et comme je dis, un bon journaliste d'enquête essaye de tisser son réseau d'information. Dans l'administration des mines, il faut avoir des réseaux d'information. Et comment les avoir? Moi, je trahis un peu les secrets. On passe par des personnes qui peuvent être mécontentes dans les et qui occupent des postes, les gens qui sont mécontents du fonctionnement de l'entreprise et qui sont à des postes stratégiques qui peuvent vous fournir certaines informations. Ça peut être du fait de votre faute, ça veut dire quand vous appelez parfois un exploitant sans des dizaines de fois, il se lasse et parfois vous rabat vers un collaborateur qui puisse vous donner quelques informations.
Et là, vous exploitez la brèche pour avoir ce que vous voulez. J'ai parlé des victimes qui n'aiment pas généralement parler parce qu'ils savent ce qui les attend. Comme je l'ai dit, c'est vrai que je suis directeur de publication d'un journal que je viens de lancer, mais je travaille plus à la télé. Ça veut dire, vous avez des gens qu'on va voir à la télé parler. Vous imaginez ce qu'ils peuvent subir après de ces exploitants-là qui sont des tout-puissants. C'est des gens extrêmement riches qui peuvent agir par tous les moyens. Je voulais d'ailleurs dire qu'ils requièrent souvent des services, des forces de défense et même de l'ordre pour garder leur structure et les utiliser même comme des gardes de corps, les gardes de corps. Donc, c'est la peur quand les victimes veulent s'exprimer. Ils ne se lâchent pas toujours. Et donc, généralement, nous utilisons les leaders communautaires qui parlent leur langue et qui peuvent les convaincre, qui sont proches d'eux et qui connaissent l'enjeu au niveau des communautés, parce que ça peut être le non-respect des cahiers de charges, comme l'a dit Gabriel tout à l'heure concernant les exploitants. Ça peut être la mauvaise application du contrat sur le terrain. Donc, ce n'est pas toujours facile, mais il faut toujours avoir cette fourre-là, utiliser les personnes. En fait, toutes les sources qui peuvent être explorées, il faut les explorer. Il faut explorer de façon exhaustive les sources qui sont pas vous. Parce que parfois, vous avez dans vos repérages considéré une source comme une source de premier degré qui ne vous donne pas l'information que vous escomptiez. Mais c'est une source que vous avez placée au 5e degré qui vous donne l'information que vous escomptiez et qui révèle des choses. Donc, dans l'exploration des sources, il faut le faire de façon exhaustive. Ne pas négliger une moindre source qui s'offre à vous. Donc, c'est important dans ces enquêtes-là. Et puis, les administrations ont aussi parfois de l'emprise sur nos rédactions, il faut le dire. Moi, je travaille par exemple pour une télévision. J'ai la chance que j'ai les patrons qui me font confiance. C'est pour ça que mes enquêtes réussissent généralement. Mais il y a des rédactions qui ont des responsables qui peuvent être les amis de ces exploitants-là du fait de la corruption ou du fait des pourboires que vous connaissez, qui peuvent être de l'argent ou quoi que ce soit. Et donc, quand vous êtes reporter ou vous avez appuyé soit le rédacteur ou le dire, ça devient compliqué. Donc, vous deviez chercher à trouver un canal de diffusion autre. Un canal de propos de ce que, M. Nguepa, généralement, à propos de ce que vous venez de dire, il y a une consoeur qui pose cette question. Comment dénoncer, nous, journalistes, sachant que nos médias, nos rédactions font la promotion de ces entreprises? Oui, c'est un peu ce que j'ai dit. Que vous avez avec vos responsables hiérarchiques. Ça veut dire quand vous avez des responsables hiérarchiques qui vous font confiance, qui savent ce qu'ils veulent, parce que tout va de l'intérêt. Il n'y a aucun responsable qui peut savoir qu'il y a un intérêt à enquêter sur un sujet qui peut causer la mort de 10 ou 20 personnes et laisser tomber. Tout dépend de comment vous vendez le sujet, même dans votre entreprise, dans votre conférence de rédaction. Si vous ne vendez pas suffisamment votre sujet, on ne trouvera pas suffisamment d'intérêt et justement privilégier l'intérêt de la maison, justement, qui est la promotion, parce qu'on ne fait pas la promotion gratuitement. Et vous savez que la majorité des entreprises de presse privée sont des entreprises absolument commerciales qui cherchent de la rentabilité. Et donc, une entreprise qui vient faire la promotion et qui paye beaucoup d'argent, vous faites une enquête qui dévoile des choses pas bonnes sur l'entreprise. Évidemment, le promoteur ne sera pas content. C'est pour ça qu'il faut essayer de bâtir une relation de confiance entre vous et votre hiérarchie. C'est pour ça que je me tourne vers M. Nambouna qui fait de la communication.
Je me trouve vers M. Nambrona qui fait de la communication sur les ressources naturelles des pays francophones. Je voudrais vous poser, M. Nambrona, la question de savoir quelle communication faites-vous sur les ressources naturelles? Pourquoi il y a autant de flou? Ou connaissez-vous un site, une documentation, un endroit où les journalistes peuvent avoir facilement des ressources en fait sur le secteur minier? Est-ce que tu peux prendre la question? Oui, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'il y a. Allô, vous m'entendez? Monsieur Nambrona. Je suis là. Voilà, ma question elle est celle-ci. Y a-t-il un site, un endroit où les journalistes peuvent facilement avoir de la documentation sur le secteur minier en Afrique? Pour vous qui faites de la communication sur le sujet, que leur recommandez-vous? Oui, oui. Oui, oui, tout à fait. J'aimerais compter que ce que vous avez dit en matière de recueil de données sur le terrain, lorsque vous réalisez sur les ressources naturelles, sachez que vous évoluez en terrain difficile, en terrain dangereux. Et les sources que moi je privilégie souvent, ce sont les sources informatiques. C'est-à-dire que si vous fiez par exemple, des informations de l'administration, je pense que vous risquez d'avoir on risque de mettre à vos dispositions des données tripotées. Parce que tout ce qui concerne, par exemple, le détournement, tout ce qui concerne la corruption, etc., dans lesquels certains responsables des pouvoirs publics sont impliqués, je pense qu'on ne vous en parlera pas. Et donc, ce que je fais, premièrement, je privilégie les sources informelles. Je m'adresse directement aux artisans. Je m'adresse directement aux personnes qui travaillent dans ces structures-là, dans ces multinationales. Je les contacte directement. Et deuxièmement, lorsque vous parlez, si vous voulez qu'ils soient bas, si vous voulez avoir le maximum d'informations, il ne faut jamais les enregistrer. Dites-leur que vous ne les enregistrez pas. Dites-leur que vous ne filmez pas. Parce que aucune source, personne n'acceptera de mettre sa vie en danger pour aller, par exemple, à la télé, dire, dénoncer des choses. Il ne le fera pas. Donc, ne le filmez pas, ne l'enregistrez pas. Prenez des notes et au retour à votre réaction, et vous reconstruisez. Vous faites de la retranscription. Justement, les gens sont réticents lorsque vous les filmez, il y a vidéo, vous allez montrer l'image à la télé. Vous allez le faire écouter à la radio. Il faut vous dire, demain, la vidéo va être utilisée contre moi. Demain, l'ensemble va être utilisé contre moi. Donc, comment on fait pour les mettre en confiance, et les encourager à vraiment à vous donner le maximum d'informations, dites-leur que vous ne les enregistrez pas. Moi, c'est comme ça que j'ai pu faire et j'ai réussi donc à collecter avec qui le au cœur de ces structures-là, des informations sérieuses au cœur de ces structures. Je leur ai dit que moi, je ne vous enregistre pas, je n'ai pas de caméra, je ne filme pas, vous parlez, moi, je prends note. Et votre identité sera hermétiquement verrouillée, personne n'y aura accès. Et à ce moment-là, je mets les foot en confiance, ils me donnent le maximum d'informations, je les exploite pour pouvoir juger mes articles. Donc, ça, c'est très important. À la télé, vous voulez faire parler une victime à la télé, je vous assure qu'il ne parlera pas. Parce qu'il sait que derrière, il peut être victime, il peut subir des actes de représailles. Il ne parlera pas. Si vous dites que vous allez l'enregistrer, même si vous dites que l'enregistrement sera caché, ne sera pas diffusé, rien ne garantit. Vous ne pouvez pas lui montrer cette garantie que ce que vous avez enregistré, ça va, vous n'allez pas comment écouter d'autres personnes qui pourraient l'utiliser pour lui. Vous comprenez? Donc, ne les enregistrez que vous ne les enregistrez pas. Il n'y a pas de caméra pour les filmer. Vous prenez seulement les notes et à la fin, vous faites de la retranscription. Vous permettez de réussir. Ça, moi, je l'ai fait 1001 fois. Ça a tout marché.
Et aussi, Merci beaucoup, M. Namroma, pour ce partage il ne vous répondra d'expérience. Électronique, c'est très important. Merci pour ce partage d'expérience, M. Namrona. Allô? La communication. Monsieur Namrona, nous avons du mal à bien vous entendre. Il y a la connexion en fait qui fait vraiment défaut, qui ne permet pas de bien vous suivre. Dites-nous, chers confrères Kaboré, quelle est la plus grande difficulté des journalistes qui couvrent le secteur minier ou vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré sur le terrain des challenges et comment les avez-vous surmontés? La plus grande difficulté, c'est, comme l'a dit les précédents, c'est l'accès aux informations. Nous avons affaire à un personnel ici qui dépend du siège. Et si vous passez par le service de communication, vous n'aurez pas toujours les informations dont vous cherchez parce qu'ils appliquent ce qu'on appelle la communication corporate. Donc, il faut remonter carrément au niveau de la corporation, au niveau du siège pour avoir certaines informations. Et ce n'est pas toutes les informations parce qu'on va vous évoquer les questions de confidentialité pour ne pas vous donner ces informations. Et nos administrations publiques aussi sont très fermées. On a une culture du secret au niveau de nos administrations, malgré le fait que plusieurs pays ont des lois d'accès à l'information. L'opérationnalisation pose problème. Maintenant, en tant que journaliste, nous avons nos méthodes. Nous avons nos méthodes et nous avons, comme je l'ai dit, des informations de manière générale, des informations généralistes sur les sites de ces sociétés-là qui permettent aussi de pouvoir vérifier un certain nombre de choses sur la production, sur la trésorerie, sur le chiffre d'affaires, etc. Ça permet en tout cas de faire certains croisements. Nous avons des rapports que certaines institutions publient, même si c'est souvent avec beaucoup de retard. Et aujourd'hui, l'ITIE, quand même, est pour nous l'initiative pour la transparence dans les industries extractives qui permet d'avoir tous les paiements des revenus des sociétés minières et ce que l'État aussi a perçu et dans un seul rapport. Donc, on a quand même des déclarations qui permettent de voir à peu près ce que l'État a gagné, ce que la société a versé. Donc, il y a certaines enquêtes ou certaines institutions qui publient aussi des rapports, qui publient aussi des informations. Mais souvent, ce sont des informations dont l'accès est conditionné, par exemple, par un paiement ou une autorisation spéciale. Vous prenez, par exemple, JF Trade, qui est basé à Washington, qui est un peu dans les questions de surfacturation, de sous-facturation à l'importation. Si vous arrivez à avoir cette base de données-là, vous pouvez voir par société quelle est la quantité de matériel, le type de matériel qui a été importé, les prix appliqués et les prix réels au niveau du marché. Donc, vous pouvez vous asseoir à partir d'un fichier Excel et calculer la différence de ce que votre pays a perdu. Là-bas, on parle en termes de centaines de milliards de francs CFA. Donc, c'est quand même quelque chose d'intéressant à couvrir. Au niveau de l'environnement, pour contourner cette difficulté aujourd'hui, moi, je vois mal une société déjà accepter qu'un journaliste entre filmer. Ce que nous recevons comme information, ils disent que c'est pour des questions sécuritaires. Parce que quand vous filmez les installations sécuritaires, un pirate peut avoir accès. C'est ce qu'on nous dit toujours. Voilà, donc vous ne pouvez pas avoir, même si vous laissez filmer les équipements dehors, il y a certaines parties, vous n'allez pas pouvoir filmer. Par exemple, la salle d'or. Ils savent très bien que vous êtes venu pour une vérification concernant les questions environnementales. Il est évident qu'ils vont développer des stratèges. Mais aujourd'hui, on a des outils satellitaires qui permettent de mesurer la radioactivité. Donc, c'est des outils que les journalistes doivent quand même appliquer. Donc, je pense que mon ami Maxime doit être connecté et il a eu à développer un panel un jour. Et moi, j'ai bien aimé ce que comme la personne a présenté avec Google. Donc, c'est des outils souvent qui sont libres, que nous n'utilisons pas. Nous avons des bases de données aussi qui sont libres, que nous, journalistes, nous n'utilisons pas. Donc, on peut arriver un temps soit peu, je ne dis pas complètement, on peut arriver un temps soit peu à contourner un peu toutes ces difficultés-là si nous utilisons un peu, si nous ouvrons un peu notre base de recherche au niveau des informations. Parce que vous pouvez aller, par exemple, au niveau du FMI, un rapport du FMI, généralement le trou tellement gros, on trouve que c'est l'impérialisme, on ne veut pas lire son rapport. Mais vous lisez le rapport, il y aura un petit détail qui va vous aider dans une enquête. Ça serait un déclic pour votre enquête. Vous arrivez au niveau du forum de l'administration fiscale, ATAF. Je pense qu'en anglais, son acronyme anglais, c'est ATAF. L'ATAF publie pays par pays des données sur le secteur minier.
L'OCDE, vous avez des rapports de l'OCDE qui publient ces informations-là. Vous avez des structures comme publier ce que vous payez. Vous avez NRGI qui est au Cameroun, qui est en Guinée, qui est au RD Congo, qui est maintenant au Sénégal, qui publie des rapports ciblés. Vous pouvez avoir ces informations-là avec ces institutions-là. Donc, à partir des données ouvertes, vous pouvez avoir au moins 70% des informations pour votre enquête. De toute façon, une enquête, c'est toujours la vérité plus X. On ne peut pas, voilà, à un certain moment, il faut arrêter et puis circonscrire et puis publier. Donc, on arrive un peu sur la base de l'ouverture de nos carnets d'adresses aussi, du journaliste. Et parce que quelqu'un parlait tantôt des mécontents, des victimes, mais il y a aussi des agents dans l'administration qui sont, je vais dire, des agents honnêtes, qui veulent que ça avance. Aujourd'hui, moi, j'ai pu tisser, ce n'est pas un secret parce que quand j'ai publié, on sait d'où ça vient. J'ai pu me tisser un capital de confiance avec la douane, qui est un corps paramilitaire très fermé. Mais on a des douaniers qui ne sont pas contents de ce qui se passe à l'intérieur. Donc, ils acceptent de donner. Mais ce capital de confiance, ça se construit. Et en plus, vous savez, au niveau de la douane, je ne sais pas si c'est la même chose dans les autres pays, le douanier qui opère une saisie a une prime de saisie sur les amendes. Au Burkina, ça fait 25% de la valeur des amendes. Aujourd'hui, je suis devenu un peu un début d'information pour ces douaniers-là qui arrivent à coincer les sociétés minières parce qu'elles ont des ristournes derrière. Moi, ça m'arrange parce que j'ai l'information dont j'ai besoin. Je peux avoir souvent accès à leur base de données. On ouvre, puisque quand ils les impriment, le code apparaît et l'informaticien en chef sait. Donc, moi, je peux faire des captures d'écran ou j'ai fait des photos. Ça m'aide beaucoup à coincer ces sociétés qui refusent de dédouaner un certain nombre de marchandises. Vous savez, en construction, on vous autorise à faire entrer un certain nombre de matériels. Vous faites la liste. La construction, vous ne pouvez pas faire de recettes. Donc, il y a une certaine exonération qui est accordée. Mais à la fin de la construction, vous avez trois possibilités. Soit vous mettez le matériel sous entrepôt, soit vous réexportez le matériel, soit vous dédouanez le matériel. Mais la plupart des sociétés au Burkina utilisent ce matériel hors taxe-là en production. C'est de la fraude douanière. C'est purement de la fraude douanière. Donc, il faut localiser ce matériel et taper dur. Moi, je ne suis plus dans les questions de on a donné 5 millions, 10 millions à tel. Non. Tant que ça ne joue pas sur le processus, nous sommes actuellement sur les milliards. Donc, dans mon ancienne rédaction, quand je touche à un sujet, on me dit l'homme qui parle en milliards. C'est des milliards et c'est ahurissant. Vous finissez même de pouiller les éléments. Vous rentrez chez vous, vous ne pouvez pas dormir. Vous ne pouvez pas dormir parce que vous êtes choqué. Tout cet argent-là j'ai l'impression qu'à la limite, nos administrateurs publics ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ce que nous voyons ce n'est que la partie visible. C'est des milliards. C'est des milliards et des milliards. Jusqu'au carburant. La sous-facturation des importations pour ne pas payer les taxes au niveau du carburant. On prend une autorisation et on multiplie. Par exemple, si on devait faire rentrer 1000, on fait rentrer 10 000. Il n'y a personne pour contrôler. Donc, pour contrôler tous ces aspects-là, pour me résumer, il faut vraiment aller vers les sources ouvertes qui existent, que nous avons. Vous pouvez déceler quelque chose, mais aller au-delà. Il y a les bases de données fermées, mais il y a les bases de données aussi ouvertes. Utilisez aussi les satellites, utilisez d'autres astuces et vous créez un capital de confiance, un carnet d'adresses terrible pour que ce soit un réflexe pour ces gens-là. Dès qu'il y a une anomalie, ils vous disent, ah, monsieur Intel, vous savez qu'il y a eu telle chose, voici les informations. Mais comme je suis journaliste, la règle d'or, on ne va jamais vendre les sources d'informations. Merci beaucoup, M. Kaboré. Ma dernière question pour vous, Ngéfa. La question, elle vient d'un participant. Je la lis assez rapidement. Y a-t-il des organismes qui permettent à ce que les journalistes soient financés pour des enquêtes minières? Je n'ai pas bien cerné la question. La question, c'est de savoir s'il y a des organismes, s'il y a des organisations, des associations ou voilà, des établissements ou des structures en fait qui financent les journalistes qui souhaiteraient mener une enquête sur les mines. Oui, très rapidement, en Afrique de l'Ouest, vous avez ce qu'on appelle la CENOZO, c'est la cellule nord-est pour l'investigation que mon ami Arnaud dirige. Et il lance des bourses régulièrement pour
sélectionner, financer des journalistes en investigation dans ce domaine-là, les mines, le secteur minier est y compris. Donc, je pense que certains participants connectés même soit ont été bénéficiaires ou voilà, ont lu déjà des enquêtes. Ils offrent aussi des formations. Je pense qu'il y a une panoplie de structures et aujourd'hui, on a Thomson Reuters aussi. Et en tout cas, je suis heureux de vous informer que je suis formateur et mentor aussi au niveau de Thomson Reuters. Ils lancent régulièrement des offres, mais je suis au regret de vous dire que souvent la participation des journalistes africains, c'est pas ça. Moi, je suis souvent déçu, je le dis. Mais pourquoi, M. Gabouré, pourquoi les journalistes ne couvrent pas assez le sujet? Je ne peux pas répondre à la place des journalistes, mais je pense qu'il faut souvent oser. Et ce que j'entends souvent comme prétexte, c'est que c'est difficile d'accès. Le milieu est difficile, il faut reconnaître aussi que c'est un peu technique. Hein. C'est un milieu quand même technique si on n'est pas initié. Mais ce n'est pas un processus qui vient du coup. Il faut s'intéresser et puis prendre beaucoup d'années. Il faut s'y intéresser parce que pour comprendre, je prends par exemple un plan de gestion environnementale et sociale pour lire une étude d'impact environnemental et social. Alors que tout y est, vous voyez un peu que ça peut être un peu fastidieux. Et pour trouver un technicien aussi pour lire la fiscalité minière, c'est un peu fastidieux. Mais il faut un peu de la patience et aussi, surtout de la passion aussi pour arriver à faire bouger les collines. Je laisse maintenant la parole aux autres aussi pour compléter la liste. Monsieur Guépard, est-ce que vous avez été initié? Oui, est-ce que c'est comme le dit Gabouré, c'est un milieu vraiment difficile d'accès à? Oui, je voudrais dire, oui, c'est très difficile pour les journalistes. Je vous l'ai dit, je travaille pour une télévision et je crois que les autres confrères vous l'ont dit combien c'est difficile pour une télévision. Comment mener une enquête sans images? Ce serait très compliqué de mener une enquête sans images. Et je vous ai dit un peu quelques astuces que nous utilisons pour avoir quelques images. Je vais prendre un exemple. Vous allez dans une exploitation, vous arrivez à convaincre l'entreprise qui exploite que vous êtes venu, par exemple, pour vous assurer que parmi les travailleurs, il n'y ait pas de travailleurs de moins de 10 ans, par exemple. Vous leur dites ça. Et vous entrez, vous savez ce que vous cherchez. Vous savez ce que vous filmez. Mais lui, il ouvre étant convaincu que dans son entreprise, il n'y a pas de travailleurs mineurs. Mais vous ne venez pas pour cela, vous venez pour autre chose. Donc, on a beaucoup de petites astuces comme ça. Mais il y a quelque chose à ne pas négliger parce que il est très difficile pour un média, par exemple, de financer une enquête, un peu comme mon cher Gabouré le disait tout à l'heure. Si on n'est pas soutenu par certaines structures, on ne pourra pas. Dans mon cas, les enquêtes que j'ai menées, ce n'est pas absolument mon entreprise qui l'a financé, parce que vous voyez que nous avons déjà les entreprises qui sont en sous-effectif. Et les enquêtes, c'est les enquêtes qui prennent assez de temps. Vous voyez que beaucoup d'entreprises ne vont pas accepter, libérer un élément important de la rédaction pour plusieurs semaines d'enquête. Ça va être compliqué pour eux pour ravitailler l'antenne. Deuxième chose, c'est que ça coûte de l'argent. Ça coûte de l'argent. Il faut des moyens pour travailler sur ces sujets-là. Et comme il a dit, il y a des structures qui financent. Il y a Reuters, il y a Thomson, il y a même une ONG au Cameroun qui s'appelle le Centre pour l'environnement et le développement, qui a financé beaucoup de mes enquêtes de terrain. Il y a Transparency International aussi, qui finance quelques trucs à travers des bourses. Donc, il y a des structures comme ça qui nous permettent de faire cela. Et je vous ai dit que je suis directeur de publication, c'est justement du fait de la difficulté de livrer certaines enquêtes en télé que j'ai été obligé de me migrer un peu vers la presse écrite aussi, parce qu'en presse écrite, c'est un peu plus facile de rendre certains sujets que vous n'avez pas pu rendre en télé, parce qu'en télé, il faut absolument l'image. Si vous n'avez pas l'image, vous n'avez rien. Et donc, en presse écrite, l'image n'est pas aussi déterminante qu'en télé. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, j'ai un support dont je suis le directeur de publication, Info Majeur. Je pense que ça va m'aider de plus en plus à livrer des enquêtes qui n'ont pas pu aller en télé, quoi. Merci à vous, chers panélistes, M. Gabouré, M. Guépard et M. Namrona. Finalement, il est parti vers un autre engagement et il a quitté le plateau virtuel.
Alors, merci à vous d'être restés. Ça fait plus d'une heure que nous avons discuté ensemble de la couverture médiatique de l'exploitation minière en Afrique, comment couvrir ce secteur, comment justement enquêter, et plusieurs choses ont été dites, des choses intéressantes, et je pense que les confrères, les consoeurs qui nous ont suivis vont forcément trouver des ressources qui vont les aider à pouvoir mener des enquêtes, de bonnes enquêtes sur le secteur des mines, sur les questions minières. Merci à vous d'être restés pendant tout ce temps, M. Kaboré, M. Ngefak. Merci aussi à tous ces participants qui nous ont suivis et qui ont posé des questions. Moi, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une autre session, puisque la semaine prochaine, nous n'aurons pas un webinaire, mais plutôt un café virtuel. Donc, nous pensons l'organiser dans plusieurs pays. Nous commençons avec le Togo, où on va rencontrer des journalistes togolais autour d'un café. C'est vrai qu'on se rencontre depuis que cette pandémie a commencé virtuellement, mais maintenant que voilà, les restrictions de voyage ont été levées, on va pouvoir rencontrer. Je pense que je serai bientôt aussi chez vous au Cameroun et au Burkina pour vous rencontrer. Ce ne sera plus en ligne, mais de façon face à face. Et c'est sur ce moment que je vous dis bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi. Merci pour votre disponibilité et pour toutes ces ressources que vous avez partagées et fournies aux confrères au cours de ce webinaire. Merci encore immensement.